La vengeance est habituellement un plat meilleur servi froid, mais parfois il est meilleur servi dans une contrefaçon Vera Wang avec une poussette double au milieu d'une allée de cathédrale. Quand la riche famille Montgomery envoya une invitation de pitié à l'ex-petite amie exilée de leur fils, ils pensèrent qu'ils tordaient le couteau. Ils voulaient qu'elle regarde. Ils voulaient qu'elle souffre. Ils s'attendaient à ce qu'une femme brisée s'asseye au dernier rang et pleure. Au lieu de cela, Sienna Brooks se présenta avec deux surprises rebondissantes qui briseraient le mariage du siècle et exposeraient une chronologie de mensonges qu'aucune somme d'argent ne pourrait couvrir. L'enveloppe était couleur crème, assez lourde pour meurtrir un orteil si elle tombait, et gaufrée de feuilles d'or qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de Sienna Brooks. Elle était posée sur la table en bois cicatrisé de son petit appartement dans le Queens, ressemblant à un artefact extraterrestre. À l'intérieur de l'enveloppe gisait le mandat de mort de sa vie passée. Monsieur et Madame Archibald Montgomery, demandons l'honneur de votre présence au mariage de leur fils Caleb. Edward Montgomery à Tiffany Ann Rutherford, à 300 miles de là, dans la communauté fermée et manucurée de Greenwich, Connecticut. Patricia Montgomery était assise dans son solarium, sirotant un thé glacé qui était principalement du gin. C'était une femme qui portait des perles comme une armure et considérait l'empathie comme un défaut congénital. En face d'elle était assise Tiffany Rutherford, la future mariée. Tiffany était le genre de beauté qui nécessitait une équipe de 4 personnes et 6 heures de préparation. Elle était parfaite sur le papier vieil argent, un diplôme de pedigree qu'elle n'avait jamais utilisé et une boussole morale qui pointait exclusivement vers son propre reflet. « Pensez-vous vraiment qu'elle viendra? » demanda Tiffany, faisant tournoyer un diamant ovale de 3 carats autour de son doigt. Sa voix avait cette légère friture vocale qui suggérait l'ennui mélangé à l'anxiété. Patricia sourit, un mince étirement des lèvres qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, elle viendra, chérie. Les gens comme Sienna ne peuvent pas résister à la tragédie de leur propre vie. Elle viendra voir ce qu'elle a perdu. Elle viendra te voir dans la robe qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir, épousant l'homme qu'elle n'était pas assez bien pour garder. » Cela faisait 18 mois que Sienna avait disparu de leur vie. La rupture avait été désordonnée, orchestrée entièrement par Patricia. Elle avait convaincu Caleb, son fils en or, qui avait une colonne vertébrale faite de pâte cuite, que Sienna était une croqueuse de diamants. Elle avait planté des preuves, un bracelet perdu trouvé dans le sac de Sienna, des rumeurs d'infidélité avec un entraîneur. Caleb, faible et terrifié à l'idée de perdre son héritage, avait largué Sienna sans même une conversation en face à face. Il avait envoyé un texte. « C'est fini. Maman sait tout. Ne me contacte pas. » Maintenant, Caleb était dans la salle de billard au bout du couloir, fixant d'un air absent une partie de snooker qu'il jouait contre lui-même. Caleb n'était pas un homme mauvais, mais il était un lâche. Il aimait Sienna. Il avait aimé son intelligence féroce, son chignon désordonné, la façon dont elle sentait la vanille et les vieux livres. Mais il aimait plus son fond fiduciaire. Et Tiffany était sûre. Tiffany était approuvée. « Je ne la veux pas là, Patricia. » Tiffany pleurnicha, tirant Patricia de sa rêverie. « C'est de la malchance. C'est une clôture. » Patricia corrigea son ton. « Je vois. Et c'est un coup de force. En l'invitant, nous montrons que nous n'avons pas peur. Nous lui montrons qu'elle n'est rien. Si nous ne l'invitons pas, elle pense qu'elle compte encore assez pour être exclue. Nous l'invitons, la plaçons à la table 19 près de la cuisine et la laissons te regarder devenir la maîtresse de ce domaine. C'est le dernier clou. Tiffany, arrête d'être si peu sûre de toi. » De retour dans le Queens, Sienna fixa l'invitation. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas pleuré à cause de Caleb Montgomery depuis plus d'1 an. Elle regarda la date, le 14 juin, dans 2 semaines. Un petit gargouillis vint du parc dans le coin du salon. Sienna se tourna. 2 paires d'yeux bleus. Montgomery Bleu la regarda en retour. « Eh bien,
chuchota Sienna, ramassant le carton épais et le tapotant contre son menton. Grand-mère Patricia veut que nous visitions. Ce serait impoli de refuser, n'est-ce pas, un portefeuille? Elle s'approcha du parc et ramassa le garçon, Léo le balançant sur sa hanche. Sa sœur, Maya, donna des coups de pied de joie. Ils avaient 9 mois. Le calcul était dangereusement simple. Sienna avait découvert qu'elle était enceinte 3 semaines après le message texte de Caleb. Elle avait essayé de l'appeler une fois. Patricia avait répondu, « Si vous essayez de le piéger avec un mensonge, je vous enterrerai sous les frais juridiques jusqu'à ce que vous soyez sans abri. » Patricia avait sifflé avant de raccrocher. Sienna avait bloqué le numéro, fait ses valises et disparu. Elle s'était débrouillée en travaillant des jobs de graphiste freelance la nuit, pendant que les jumeaux dormaient, mangeant des ramen et reconstruisant sa dignité brique par brique. Elle s'était endurcie. La douce fille naïve qui voulait faire partie du monde de Caleb était morte. Elle regarda la carte RSVP. Il y avait une ligne pour le nombre d'invités. Avec un Sharpie noir, Sienna raya le 1 que Patricia avait présumément écrit au crayon. Elle écrivit un 3 audacieux et en boucle. Elle ne l'envoya pas par la poste. Patricia le jetterait simplement si elle voyait le nombre. Au lieu de cela, Sienna se connecta au site web du mariage listé au dos de la carte. Elle entra son nom. Elle cliqua « Participe » et dans la case des restrictions alimentaires, elle écrivit « 2 invités nécessitent des carottes en purée. Chaise haute préférée. » Elle appuya sur « Entrée ». À Greenwich, la notification sonna sur l'iPad de Patricia, mais elle était trop occupée à réprimander le fleuriste à propos de la teinte des hortensias pour vérifier les détails. Elle vit juste « Sienna Brooks participe » et ricana. « Je l'ai », chuchota Patricia. Elle ignorait que le piège qu'elle avait tendu était en fait une porte qu'elle venait de déverrouiller de l'intérieur. Le mariage se tint au domaine Vanderbilt, un vaste manoir surplombant les falaises de Rhode Island. C'était le genre de jour où les riches payaient pour des cieux. Un Photoshop implacable souffla, une brise qui rafraîchissait la peau sans ébouriffer les cheveux et l'odeur de champagne cher et de sel de mer dans l'air. Les invités arrivèrent dans une parade de Bentley et de Rolls-Royces. Le parking ressemblait à une concession automobile de luxe. Il y avait des sénateurs, des magnats de la technologie et de la royauté du vieil Hollywood. Ce n'était pas juste un mariage, c'était une fusion d'empires. Caleb se tenait à l'hôtel de la chapelle privée sur le domaine. Il avait l'air nauséeux, son smoking lui allait parfaitement, taillé par les meilleurs de Savile Row, mais il se sentait comme s'il portait une camisole de force. À côté de lui, son témoin, Declan O'Connor, se pencha. « Tu as l'air d'être sur le point de faire face à un peloton d'exécution, mon pote, » chuchota Declan. Declan était le seul qui connaissait la vérité sur combien Caleb regrettait Sienna. Mais même Declan ne connaissait pas l'étendue totale de la rupture. « Je veux juste que ce jour soit fini, » marmonna Caleb, essuyant la sueur de sa lèvre supérieure. « Ce ne sont que des nerfs, » l'assura Declan, bien que ses yeux scannassent la foule avec anxiété. Tiffany a l'air bien, elle aura l'air super. La musique d'orgue gonfla une interprétation dramatique et tonitruante de Wagner. Les lourdes portes en chêne de la chapelle s'ouvrirent en gémissant. Les invités se tournèrent, s'attendant à la vision de Tiffany en dentelle blanche. Mais la musique coupa brusquement. Un soupir collectif, aspirant l'oxygène de la pièce, ondula du dernier banc au premier. Debout dans l'embrasure de la porte, silhouettée contre le soleil aveuglant de l'après-midi, ce n'était pas Tiffany. C'était Sienna. Mais pas la Sienna dont il se souvenait. La Sienna qu'il connaissait portait des gilets et souriait trop. Cette femme était une reine guerrière. Elle portait une robe de soie vert émeraude, une couleur qui jurait violemment avec le thème pastel du mariage, mais qui avait l'air spectaculaire sur sa peau. Elle était dos nu, élégante et dangereuse. Et elle n'était pas seule. Elle poussait une poussette double large, noire mat, élégante, qui ressemblait plus à un véhicule tactique qu'à un porte-bébé. Le silence dans la chapelle était absolu. On pouvait entendre le fracas lointain des vagues contre des falaises.
Sienna commença à marcher. Clic, clic, clic. Ses talons frappèrent le sol de marbre avec une précision rythmique. Elle ne regarda pas les invités. Elle ne regarda pas le sol. Ses yeux étaient fixés sur une personne, Patricia Montgomery, qui était assise au premier rang, portant un chapeau qui ressemblait à un cygne mort. Tandis que Sienna avançait dans l'allée, les murmures commencèrent à s'élever comme de la vapeur. Est-ce qu'ils sont les enfants? Oh mon Dieu, regardez leurs yeux! Caleb, debout à l'autel, sentit ses genoux se transformer en eau. Il plissa les yeux. La poussette s'approchait. Il pouvait voir deux petites têtes hochées. Patricia se leva, son visage un masque de rage violette. Elle s'avança dans l'allée, bloquant le chemin de Sienna à 10 rangs du devant. « Quel est le sens de ceci? » siffla Patricia, sa voix tremblant de fureur. « Ceci est une cérémonie privée. Vous étiez invité à vous asseoir à l'arrière, pas à organiser une parade. » Sienna s'arrêta. Elle retira lentement ses mains de la poignée de la poussette. Elle croisa les bras et inclina la tête. « Vous m'avez invité, Patricia, » dit Sienna, sa voix claire et portant à travers l'église silencieuse. L'invitation disait la famille Montgomery. Je ne voulais pas laisser une partie de la famille à la maison. Patricia railla, jetant un coup d'œil nerveux aux invités qui se tenaient maintenant sur les bancs pour mieux voir. Vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes une erreur. Caleb a corrigé il y a 2 ans. Sortez ces choses d'ici. Choses? Sienna leva un sourcil. Elle se pencha et détacha la sangle sur le côté gauche de la poussette. Elle souleva Léo. Le garçon était capricieux à cause du trajet en voiture, mais comme il était soulevé, il tourna son visage vers la lumière. Le halètement du premier rang était audible. Léo avait le nez Montgomery. Il avait le menton Montgomery. Mais le plus accablant de tout, il avait les cheveux Montgomery, une mèche blonde sable distinctive que Caleb avait, que le père de Caleb, Archibald avait, et que chaque homme Montgomery depuis 4 générations avait possédé. Sienna tourna le bébé pour faire face à l'autel. Caleb trébucha en avant, agrippant la balustrade. Il regarda le bébé. C'était comme regarder dans un miroir d'il y a 25 ans. « Caleb » dit Sienna, sa voix perdant son côté théâtral et devenant mortellement sérieuse. « Rencontrez Léo et sa sœur Maya. »« Ils, balbutia Caleb. « Ils ont 9 mois, dit Sienna. « Fais le calcul, Caleb. » Patricia s'élança en avant, essayant en fait d'attraper le bras de Sienna pour l'entraîner. « Sécurité. Faites-la sortir. » Elle ment. Elle a amené des enfants loués pour ruiner ce jour. Mais il était trop tard. La porte latérale de la chapelle s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas la sécurité. C'était Tiffany. Elle était dans sa massive robe de bal, voile de travers, ressemblant à une guimauve dérangée. Elle avait regardé sur le moniteur dans la suite nuptiale et avait sprinté à travers la pelouse. « Garce !» cria Tiffany, abandonnant toute prétention de grâce de la haute société. Elle dévala l'allée, le visage strié de larmes de mascara. « Tu as ruiné mon entrée. Tu as ruiné ma vie. » Sienna ne cilia pas. Elle serra juste Léo plus fort. « Je pense que ton fiancé a ruiné ta vie il y a longtemps, Tiff. Je suis juste ici pour m'assurer qu'il paye la pension alimentaire. » Ils ne sont pas de lui. Tiffany poussa un cri perçant, s'arrêtant à côté de Patricia. « Dis à tout le monde qu'ils ne sont pas de lui, Caleb. » Tous les yeux se tournèrent vers le marié. Caleb regarda de Tiffany, au visage rouge et criarde, à Patricia, froide et venimeuse, à Sienna, debout comme une statue de vérité avec un enfant dans les bras. Caleb regarda le garçon. Le garçon le regarda en retour et éternua. « Il a mes oreilles, » chuchota Caleb. Le microphone sur son revers était encore allumé. Les mots résonnèrent à travers les haut-parleurs de l'église. Patricia ferma les yeux. Le barrage avait cédé. « Ce mariage est fini !» cria Patricia, se tournant vers le prêtre. « Videz la pièce, tout le monde dehors !»« Non !» dit Sienna. Elle fouilla dans le sac à langer accroché à la poussette. Elle en sortit une enveloppe manille. « Personne ne part encore. »
Parce que si nous parlons d'erreurs qui doivent être corrigées, Patricia, nous devrions probablement parler du test de paternité que vous avez falsifié pour Tiffany l'année dernière. Le silence qui suivit cette déclaration fut assez lourd pour écraser des os. Tiffany arrêta de pleurer instantanément. Patricia pâlit. Sienna sourit, et pour la première fois, c'était terrifiant. « Pensiez-vous que je suis venu juste pour montrer les bébés ?» demanda doucement Sienna. « Oh, je suis venu pour brûler la maison. » L'air dans la chapelle était si épais de tension qu'il semblait inflammable. L'organiste, un gentil vieil homme nommé M. Henderson, avait fui son banc et se cachait derrière une grande fougère en peau près de la sacristie. Patricia Montgomery, habituellement une forteresse de sang-froid, semblait avoir une attaque. Ses jointures étaient blanches alors qu'elle agrippait le dossier du banc devant elle. « Mensonge !» cracha Patricia, bien que sa voix manquât de sa conviction venimeuse habituelle. Elle est une femme désespérée et jalouse essayant de détruire une union sanctifiée par Dieu. Dieu n'avait rien à voir avec cet arrangement. Patricia, dit Sienna calmement, tapotant l'enveloppe manille contre sa paume. Ceci a été sanctifié par votre chéquier et un code moral très flexible. Tiffany, toujours debout dans l'allée, ressemblant à un gâteau ruiné, passa de hurlements hystériques à un silence mortel. Ses yeux s'agitaient de côté en côté, cherchant une voie d'évacuation. Caleb descendit de l'autel. Il se sentait détaché de son corps comme s'il regardait une pièce grotesque. Il regarda Tiffany, la femme avec qui il était censé passer sa vie. « De quoi parle-t-elle, Tiff ?» demanda Caleb. Sa voix était plate, morte. Rien. « Elle est folle, Caleb. Ne l'écoute pas. Appelez la sécurité. » Tiffany supplia, agrippant ses revers. Sienna n'attendit pas la permission. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une liasse de papiers agrafés ensemble avec une feuille de couverture rouge vif. « Le nom clinique La Prairie à Montreux, Suisse, vous dit-il quelque chose ?» demanda Sienna, sa voix résonnant légèrement. Un murmure collectif parcourut la foule. Tout le monde connaissait La Prairie. C'était là où les ultra-riches allaient pour l'épuisement ou des révisions non divulguées. En novembre dernier, Sienna continua de s'adresser à l'audience plutôt qu'à l'hôtel. Tiffany quitta brusquement le pays pour 3 semaines. On nous a tous dit qu'elle avait contracté une rare infection virale et avait besoin de soins européens spécialisés. Caleb, tu te souviens que tu étais bouleversé. Tu as envoyé des fleurs tous les jours qu'elle ne pouvait pas recevoir à cause des protocoles d'isolement. Caleb hocha lentement la tête. Il se rappela ressentir une immense culpabilité parce qu'il s'était disputé juste avant son départ pour se disputer sur ses sentiments persistants pour Sienna. « Eh bien, dit Sienna, brandissant un document, selon ses formulaires d'admission, que mon très cher détective privé a obtenu d'une ancienne administratrice de facturation mécontente nommée Beatrice Weber, c'est incroyable ce que les gens partageront quand ils ont été licenciés injustement. » Tiffany n'était pas là pour un virus. Sienna fit une pause pour un impact maximal. Maya, la petite fille dans la poussette, laissa échapper un cri aigu et joyeux qui perça le silence. Elle était là pour interrompre une grossesse à 14 semaines. Sienna lâcha la bombe. Le halètement cette fois était différent. C'était scandalisé, critique. C'était de l'argent ancien. Elle tolérait les liaisons. Elle tolérait les zones grises financières, mais il ne tolérait pas la biologie publique désordonnée. Caleb regarda Tiffany comme si elle était une étrangère. Tu étais enceinte en novembre dernier. Un espoir horrible vacilla dans ses yeux. Était-ce non Caleb? Sienna interrompit, écrasant l'espoir instantanément. Elle sortit un autre document. C'est l'autre partie intéressante. Vous deux n'aviez pas couché ensemble pendant 2 mois avant ce voyage. Vous étiez en pause, vous vous souvenez? Mais Tiffany avait passé beaucoup de temps aux écuries de Wellington avec son instructeur d'équitation, Santiago Rojas. Le nom se répandit dans la foule.
Santiago était un magnifique joueur de polo argentin de 25 ans, connu autant pour ses yeux de chambre à coucher que pour son handicap. Tiffany laissa échapper un sanglot guttural et s'effondra sur le sol de marbre, sa robe flottant autour d'elle comme une flaque de lait renversée. Ce n'était pas comme ça. Tiffany hurla dans ses mains. « J'ai fait une erreur. » Caleb regarda sa mère. Patricia ne regardait pas Tiffany, elle regardait Archibald. Son mari qui se tenait au deuxième rang, son visage d'une nuance de gris habituellement réservé aux cadavres. « Et tu savais, » chuchota Caleb à sa mère. Ce n'était pas une question. Sienna répondit quand même. Bien sûr qu'elle savait. « Qui pensez-vous à payer pour la clinique? Qui pensez-vous à payer? » Santiago Rojas pour retourner à Buenos Aires avec une subite blessure au genou. Il y a ici des virements bancaires du fonds fiduciaire de la famille Montgomery datés du 15 novembre. 50 000 $ à Santiago, 100 000 $ à la clinique. Sienna s'approcha de Patricia, qui sembla soudain fragile. « Tu as manipulé tout le monde, » dit Sienna, sa voix basse et dure. « Tu as laissé Caleb croire que Tiffany avait fait une fausse couche de son bébé plus tard en décembre pour le piéger dans ce mariage par culpabilité. Tu as utilisé une tragédie qui n'est jamais arrivée pour assurer une fusion d'affaires déguisée en mariage. » Caleb se sentit malade. Le souvenir de ce décembre lui revint en tête, Tiffany pleurant au lit, Patricia lui tenant la main, disant à Caleb que le stress qu'il avait causé avait blessé le bébé. Il avait proposé une semaine plus tard, noyé dans l'autodétestation. Tout était un mensonge. Caleb se tourna vers sa mère. Ses yeux, habituellement doux et malléables, étaient des diamants durs. « Vous monstre !» Patricia recula comme frappée. « Je l'ai fait pour toi, pour l'héritage familial. » Ceci, elle fit un geste sauvage vers Sienna et les bébés. « C'est désordonné, c'est commun. Tiffany était le bon choix sur le papier. »« Je ne suis pas du papier, mère, » cria Caleb, sa voix se brisant. « Et mes enfants non plus, » il désigna la poussette. C'était la première fois qu'il les revendiquait à voix haute. Sienna sentit un nœud serré dans sa poitrine se desserrer d'une fraction seulement. La chapelle avait sombré dans le chaos. Les invités filmaient ouvertement sur leur téléphone maintenant. Le sénateur au troisième rang était déjà au téléphone avec son équipe de relations publiques, se distançant de l'événement. Tiffany, toujours au sol, leva les yeux vers Caleb, son maquillage coulant en rivière noire sur son visage. « Caleb, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous allons bien ensemble. Nous avons du sens. » Caleb la regarda avec un pur dégoût. « Nous avons du sens. Tu portes le bébé d'un joueur de polo argentin, tout en me laissant penser que j'ai tué notre enfant avec le stress, tout ça pour que tu puisses mettre la main sur la bague de ma grand-mère. » Il regarda l'énorme diamant à son doigt. « Rends-la. » « Non. » Tiffany serra sa main contre sa poitrine. « C'est à moi. C'était un cadeau. C'était des fiançailles contractuelles. » Caleb ricana. « Et tu as violé le contrat. » Archibald Montgomery finit par bouger. Le patriarche de la famille sortit du banc, passant devant sa femme tremblante sans un regard. Il se tint au-dessus de Tiffany. « Donne-lui la bague, Tiffany, » dit Archibald. Sa voix était douce, mais elle portait le poids d'une enclume, avant que la sécurité ne l'enlève de ton doigt. Sanglotant hystériquement, Tiffany arracha la bague et la jeta sur le sol de marbre. Elle glissa et tourna, s'immobilisant près du talon à semelle rouge de Sienna. Sienna ne bougea pas pour la ramasser. Tiffany se redressa précipitamment, ramassant le lourd tissu de sa robe ruinée. Elle fixa Sienna avec une haine pure et inaltérée. « Tu penses que tu as gagné? Tu es toujours une ordure, Sienna. Tu seras toujours une ordure. » Tiffany se retourna et courut le long de l'allée, dépassant les invités ébahis, poussant les lourdes portes en chaîne et disparaissant dans le soleil éclatant de l'après-midi. Quelques instants post-tard, le bruit d'un moteur haute performance rugissant et des pneus crissant sur le gravier résonnèrent dans la chapelle. Patricia resta seule dans l'allée. Son monde parfait ne s'était pas juste fissuré, il s'était brisé en poussière. « Archibald, » supplia-t-elle, tendant la main vers le bras de son mari, « nous devons gérer le récit.
Appelle le Times. Nous pouvons arranger ça. Archerell regarda sa femme de 30 ans. Il la regarda comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Il n'y a pas moyen d'arranger ça, Patricia. Tu as déshonoré mon nom. Tu as déshonoré cette famille. Il se tourna vers le prêtre stupéfait. Père Michael, je m'excuse pour cette profanation. Veuillez envoyer la facture pour le nettoyage à mon bureau. Archerell sortit, laissant Patricia seule sous les projecteurs de son propre échec. Sienna regarda tout cela avec un sentiment de satisfaction détaché. Le feu brûlait bien. Il était temps de partir avant que la fumée ne l'étouffât aussi. Elle se pencha et attacha Léo dans la poussette. Il commençait à s'agiter, sentant la tension dans la pièce. « Allez, petit bout, chuchota-t-elle. Le spectacle est fini. » Elle tourna la poussette. L'allée était dégagée maintenant. Les invités se séparèrent comme la mer Rouge à son approche, la fixant avec un mélange de crainte et de terreur. Elle était l'ange vengeur en vert émeraude. Elle passa devant Patricia sans un regard. Patricia était brisée, marmonnant pour elle-même des arrangements floraux et des plantes de table, son esprit incapable de traiter la catastrophe. Sienna poussa la poussette hors des portes de la chapelle et dans l'air frais et salé de la côte de Rhode Island. Ça faisait du bien de respirer. Elle l'avait fait. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas supplié. Elle avait juste dit la vérité. Elle était à mi-chemin de la vaste pelouse, se dirigeant vers la voie de service où elle avait garé sa Honda de 10 ans, quand elle entendit des pas de course sur l'herbe derrière elle. « Sienna, attends !» C'était Caleb. Il avait arraché son nœud papillon et déboutonné son col. Il avait l'air frénétique, en sueur, et pour la première fois depuis des années, complètement éveillé. Sienna continua de marcher. « Au revoir, Caleb. Belle cérémonie. » Les amuse-gueules aux crevettes semblaient dévorables. Il sprinta autour de la poussette pour bloquer son chemin. Il haletait. Il regarda dans la poussette. Les jumeaux le regardèrent en retour, les yeux grands ouverts. Maya tendit une main potelée vers les clous brillants de sa chemise de smoking. Le souffle de Caleb se coupa. « Ils sont beaux, Sienna. Mon Dieu, ils sont beaux. »« Ils le sont, » dit Sienna froidement. « Et ils se débrouillent très bien sans toi. » « Je ne savais pas, » plaida Caleb, les yeux s'embuant. « Tu dois me croire. Si j'avais su que tu étais enceinte, je n'aurais jamais laissé ma mère. Arrête. » Sienna le coupa. « Tu ne savais pas parce que tu n'as pas demandé. Tu ne savais pas parce que quand les choses sont devenues difficiles, tu as laissé maman s'en occuper. Tu l'as laissé me bloquer, me menacer et m'effacer. L'ignorance n'est pas une défense, Caleb. C'est juste une autre forme de lâcheté. » Elle essaya de passer devant lui, mais il attrapa la poignée de la poussette, veillant à ne pas secouer les bébés. « Je sais que j'étais faible. J'étais pathétique. J'ai vécu dans un brouillard qu'elle a créé pour moi. » Il regarda en arrière vers la chapelle d'où s'échappaient les bruits d'invités confus. « Regarde ce que tu as fait là-dedans. Tu les as détruits. Tu as tout brûlé toute seule. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Il la regarda, ses yeux bleus désespérés. « Ne pars pas. S'il te plaît, laisse-moi les voir. Laisse-moi arranger ça. » Sienna regarda l'homme qu'elle avait tant aimé autrefois. Il était brisé. Oui, mais peut-être, juste peut-être, la rupture était-elle assez propre pour se réinitialiser. Tu ne peux pas réparer 18 mois d'abandon dans un parking. « Caleb, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, mais toujours ferme. Alors dis-moi quoi faire. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. » Sienna réfléchit un instant. Elle regarda Léo et Maya, son monde entier dans cette poussette. Il méritait un père s'il était capable d'en être un. Mais il devait le mériter. Il devait ramper pour ça. « Tu veux entrer ?» demanda Sienna. Caleb hocha vigoureusement la tête. Oui, plus que tout. Sienna sortit une carte de visite de son petit sac à main. Ce n'était pas la sienne. Elle appartenait à une avocate très requine en droit de la famille nommée Evelyn Reed à Manhattan. Elle glissa la carte dans la poche de la chemise de Caleb.
Étape 1, dit Sienna, le contournant et continuant vers sa voiture. Divorce ta mère légalement, financièrement et émotionnellement. Quand tu seras ton propre homme, appelle ce numéro. Nous parlerons de la garde. Elle ne regarda pas en arrière. Elle installa les bébés dans leur siège auto, plia la poussette tactique chère et s'éloigna du domaine Vanderbilt, laissant Caleb Montgomery debout dans l'herbe, regardant la poussière se déposer sur les ruines de sa vie. Le trajet de retour vers le Queens fut silencieux, à l'exception de la respiration douce et rythmique des jumeaux sur la banquette arrière. Les mains de Sienna tremblaient sur le volant, l'adrénaline s'écrasant enfin hors de son système. Elle s'était attendue à se sentir triomphante. Au lieu de cela, elle se sentait juste fatiguée. Elle avait piqué l'ours, et bien que l'ours fût actuellement étourdi, elle connaissait Patricia Montgomery assez bien pour savoir qu'elle ne resterait pas à terre longtemps. Au moment où Sienna déverrouilla la porte de son appartement, son téléphone vibrait si fort contre sa cuisse qu'on aurait dit qu'il faisait une crise. Elle le sortit. 74 appels manqués, des centaines de notifications. Une invitée, Sienna soupçonnait que c'était la cousine rebelle de Caleb, Julienne, avait diffusé en direct toute la confrontation sur TikTok. La vidéo intitulée « Le mariage de milliardaire de X-Crash avec des jumeaux secrets ». Échec du mariage maltraité avait déjà 4,2 millions de vues. Sienna regarda le clip. C'était tremblant, mais l'audio était limpide. « Je suis venu pour brûler la maison ». La phrase était déjà remixée en rythme techno sur Instagram. Internet l'avait surnommée la vengeuse émeraude. Mais à Greenwich, il n'y avait pas de musique techno. Il n'y avait que le bruit de cristaux brisés. Patricia Montgomery était dans la bibliothèque du domaine, balayant une étagère entière de vases Ming antiques sur le sol. Archibald était assis dans son fauteuil en cuir, sirotant un scotch, regardant sa femme détruire une fortune en porcelaine avec un amusement détaché. « Nous sommes ruinés, Archibald !» cria Patricia, ses cheveux ébouriffés, ses yeux fous. « Le sénateur a retiré son soutien pour votre siège au conseil. Le club vient d'appeler pour reporter le gala de la semaine prochaine. Nous sommes des parias sociaux. Tu es une paria, Patricia. » Archibald corrigea calmement. « Je suis juste le mari qui aurait dû te divorcer il y a 20 ans. » Patricia se retourna contre lui. « N'ose pas faire le grand seigneur avec moi. J'ai fait le sale boulot pour que tu puisses jouer le patriarche bienveillant. J'ai gardé Caleb dans le droit chemin. J'ai géré l'image. Tu l'as acculé, dit Archibald. Et maintenant il est parti. Il reviendra. » Patricia ricana, se servant un verre d'une main tremblante. « Il n'a pas d'argent, pas d'accès au compte. J'ai tout gelé au moment où il a couru après ça. Cette serveuse, il ne sait pas comment survivre sans carte noire. Il rampera de retour d'ici demain matin. » Mais Caleb ne revint pas le lendemain matin. Au lieu de cela, un huissier de justice arriva aux portes du domaine Montgomery. 3 jours plus tard, Patricia, pensant que c'était une livraison d'une amie compatissante, ouvrit la porte elle-même. L'homme lui tendit un épais paquet. Ce n'était pas des excuses. C'était une action en justice. Caleb Edward Montgomery contre Patricia Montgomery et le fonds fiduciaire de la famille Montgomery. Caleb poursuivait en justice pour l'émancipation de son fonds fiduciaire, alléguant une grave mauvaise gestion fiduciaire et un contrôle coercitif. Patricia fixa le papier. Elle rit, un son froid et aigu. « Il pense qu'il peut me combattre », chuchota-t-elle au foyer vide. « Il n'a pas l'argent pour un avocat. » Elle tourna la page arrière pour voir qui le représentait. Elle s'attendait à une aide juridique de centre commercial. Au lieu de cela, elle vit l'entête Reed Sterling et associés. Evelyn Reed, la pitbull la plus vicieuse et la plus chère du droit de la famille de Manhattan, la femme qui avait divorcé le PDG d'un grand géant de la technologie et l'avait laissé avec rien d'autre qu'un ticket de bus. Le sang de Patricia se glaça. Comment Caleb pouvait-il se permettre Evelyn Reed? La réponse était simple. Bien que Patricia ne l'apprendrait que des semaines plus tard, Sienna n'avait pas juste donné une carte à Caleb. Elle avait passé un appel. Sienna avait fait du travail de conception freelance pour le cabinet d'Evelyn pendant 2 ans.
Refonte de leur site web, conception de leur logo. Elle avait refusé un paiement en espèces pour le dernier travail, demandant une faveur à nommer plus tard à la place. La faveur était Caleb. Patricia laissa tomber les papiers, ses yeux se plissèrent. « Bien, siffla-t-elle. S'il veut une guerre, je lui donnerai un hiver nucléaire. » Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle gardait pour les urgences. Un détective privé nommé Monsieur Graves, qui n'avait aucune boussole morale et des méthodes très efficaces. « Graves, » dit Patricia, « j'ai besoin que vous enquêtiez sur Sienna Brooks. Pas son passé, son présent. Je veux tout savoir. Laisse-t-elle les enfants seuls? Son appartement est-il aux normes? Sort-elle avec quelqu'un? Trouvez-moi quelque chose que je puisse utiliser pour lui enlever ses enfants. »« Vous voulez la garde? » demanda Graves, sa voix rauque. « Non. » Patricia sourit. « Je veux la détruire. Si je menace de prendre les bébés, elle craquera. Et quand elle craquera, Caleb la blâmera et il rentrera à la maison. » Caleb Montgomery apprenait actuellement que le monde était très cher quand on n'était pas millionnaire. Il dormait sur le canapé de Declan, dans un loft à Brooklyn, qui sentait la bière éventée et les chaussettes de sport. Il avait 3 costumes d'une valeur de 5 000 $ chacun, mais il n'avait pas assez d'argent liquide pour une carte de métro. « Alors, laissez-moi comprendre, » dit Declan, lançant à Caleb un sac de chips. « Tu poursuis ta mère en justice. Tu es techniquement sans abri et tu essaies de courtiser la femme qui t'a publiquement humilié devant 300 personnes. » « Elle ne m'a pas humilié, » dit Caleb, fixant le plafond. « Elle m'a réveillé. Elle t'a réveillé avec un marteau-piqueur, mon pote. C'était nécessaire. » Caleb s'assit. « Je suis allé voir Evelyn Reed aujourd'hui. Elle dit que nous avons un dossier, mais il faudra des mois pour débloquer le fonds. Patricia l'a lié dans des clauses de contingence de santé mentale. Elle prétend que je fais une dépression. L'es-tu? Non, je suis enfin sain d'esprit. » Caleb se frotta le visage. « Mais j'ai besoin d'un travail. Je dois montrer à Sienna que je peux subvenir. Je ne peux pas juste me présenter avec une action en justice et un sourire. »« Que peux-tu faire? » demanda Declan. « Declan, tu as travaillé pour la fondation de ton père toute ta vie. Coordonnateur philanthropique n'est pas exactement une compétence très demandée sur LinkedIn. J'ai un diplôme d'ingénieur en structure du MIT, lui rappela Caleb, que tu n'as pas utilisé depuis 6 ans. Je me souviens des maths, dit Caleb défensivement. La semaine suivante fut d'une tournée humiliante de la main-d'œuvre de New York. Caleb postula auprès de grandes entreprises. Ils se moquèrent de lui. Le nom Montgomery était toxique en ce moment, synonyme de scandale. Personne ne voulait du drame. Il a finalement trouvé un travail. Pas comme ingénieur, mais comme assistant de chef de chantier dans le New Jersey. Cela payait 28 $ l'heure. Il devait porter un casque de chantier et se faire crier dessus par un gars nommé Tony, qui ne se souciait pas de qui était le père de Caleb, seulement que Caleb déplace le placoplâtre plus vite. Pour la première fois de sa vie, Caleb avait des ampoules aux mains. Pour la première fois, il rentra chez lui épuisé d'une manière qui semblait réelle. Il attendit 2 semaines avant de contacter Sienna. Il n'envoya pas de message. Il envoya une lettre. « Sienna, je ne demande pas à les voir encore, je ne l'ai pas mérité. Mais je travaille, je combats la bataille juridique. J'apprends à changer une couche sur une poupée que Declan m'a achetée. C'est terrifiant. Voici un chèque de 400 $. C'est la moitié de ma première paie. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le mien. Cela ne venait pas du fond. Achète-leur tout ce dont ils ont besoin. » Je suis désolé. Caleb Sienna lut la lettre dans sa cuisine. Elle regarda le chèque. C'était un chèque physique d'une coopérative de crédit, écrit à la main dans l'écriture bouclée de Caleb. Elle sentit une fissure dans la glace autour de son cœur, juste une fissure capillaire. Mais avant qu'elle ne puisse décider comment répondre, on frappa à la porte. Un coup lourd et autoritaire. Sienna l'ouvrit pour trouver une femme en tailleur pantalon beige tenant un presse-papier, flanquée de 2 policiers. « Sienna Brooks » demanda la femme. « Oui. » Le cœur de Sienna tambourina. « Je suis Linda Halloway des services de protection de l'enfance.
Nous avons reçu un rapport anonyme concernant le bien-être de 2 mineurs à cette adresse, spécifiquement des allégations de consommation de drogue à la maison, de conditions insalubres et d'abandon. Sienna sentit le sang quitter son visage. C'est un mensonge. C'est un mensonge complet. Nous devons entrer, Madame Brooks, dit la femme s'avançant. Si vous refusez, nous pouvons obtenir un mandat dans l'heure. Sienna recula, ses mains tremblantes. Elle savait exactement qui avait passé l'appel. Patricia. L'inspection fut humiliante. Ils regardèrent dans son frigo. Ils vérifièrent les dates de péremption sur le lait maternisé. Ils regardèrent sous son lit. Ils examinèrent Léo et Maya pour des ecchymoses. Le rapport indiquait que vous laissiez les enfants seuls pour sortir la nuit, dit Linda, marquant quelque chose sur son presse-papier. Je travaille en freelance depuis la maison pendant qu'ils dorment, protesta Sienna. Je ne les ai jamais laissés seuls. Nous avons trouvé des traces de marijuana sur le sol dans le couloir, dit l'un des officiers sortant de la salle de bain. Quoi? Sienna halta. Je ne fume pas. C'est impossible. Puis elle se rappela. Le super du bâtiment était venu hier pour réparer une fuite. Il fumait. Ou quelqu'un l'avait-il planté? C'est une situation précaire, Mademoiselle Brooks, dit Linda, son visage sévère. Étant donné le statut de parent célibataire et la substance trouvée, nous n'enlevons pas les enfants aujourd'hui, mais nous ouvrons une enquête active. Vous aurez des contrôles ponctuels hebdomadaires et vous devrez vous soumettre à un test capillaire de dépistage de drogue dans les 24 heures. Je le passerai, dit Sienna, les larmes lui piquant les yeux. Je passerai tout. Vous avez intérêt, dit Linda. Où nous placerons les enfants chez leurs plus proches parents. Je crois qu'une Madame Patricia Montgomery a déjà déposé une requête pour la garde d'urgence si vous êtes jugé inapte. La porte se referma. Sienna glissa le long du bois jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Elle ne combattait plus seulement une rupture, elle combattait une machine de guerre. Elle attrapa son téléphone. Elle n'appela pas d'avocat, elle appela Caleb. « Allô ?» Caleb répondit à la première sonnerie. Il semblait essoufflé comme s'il était sur un chantier. « Il a appelé les services de protection de l'enfance, » dit Sienna, sa voix tremblant de rage. « Votre mère a planté des drogues dans mon appartement et a appelé les services de protection de l'enfance pour essayer de prendre les bébés. » Il y eut un silence à l'autre bout, si profond qu'on aurait dit que la ligne était morte. « Caleb, reste là, » dit Caleb. Sa voix était différente, plus profonde, plus sombre. « Ferme la porte à clé. Ne laisse personne entrer. J'arrive. » Caleb n'alla pas dans le Queens. Il alla à Greenwich. Il avait toujours sa clé du portail latéral, l'entrée de service. Il conduisit la Ford Fiesta déglinguée de Declan sur la longue allée manucurée où il conduisait auparavant une Porsche. Il entra en trombe dans la maison. Il était 14 heures ou un mardi. Patricia prenait le thé avec son gestionnaire de crise de relations publiques dans le solarium. Les portes vitrées volèrent en éclats lorsque Caleb les ouvrit d'un coup de pied. Patricia sursauta, renversant son thé. « Caleb, mon Dieu, regarde-toi. Tu ressembles à un ouvrier. »« Je suis un ouvrier, » dit Caleb, marchant vers elle. Il était couvert de poussière de placoplâtre, portant de lourdes bottes et une chemise en flanelle. Il avait l'air plus grand qu'il ne l'avait jamais été en costume. « Et vous êtes une criminelle. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Patricia, faisant signe au responsable des relations publiques de partir. Le responsable s'éloigna furtivement, sentant la violence. « Tu as appelé les services de protection de l'enfance pour Sienna. Tu as planté des drogues. J'ai simplement fait mon devoir de diligence en tant que grand-mère concernée. » Patricia renifla, retrouvant son sang-froid. Si elle est inapte, ses enfants appartiennent à cette maison. Ils appartiennent à l'héritage. Ils ne sont pas un héritage. Caleb rugit, claquant son poing sur la table en verre. Le verre se fissura. Patricia tressaillit. Ce sont des êtres humains. Et Sienna est 10 fois la mère que vous n'avez jamais été. Elle est une serveuse qui a eu de la chance. Patricia cria en retour, se levant.
J'essaie de sauver votre avenir. Sans le fonds, sans cette famille, vous n'êtes rien. J'ai trouvé le registre. Mère, dit Caleb doucement. Patricia se figea. Quel registre? Papa n'a gardé une sauvegarde. Caleb mentit. Il n'avait pas trouvé de registre, mais il connaissait sa mère. Il savait qu'elle était paranoïaque. Il bluffait sur une intuition qu'il avait eue depuis qu'il avait commencé à examiner les documents fiduciaires avec Evelyn Reed. Je sais pour le compte de sensibilisation caritative au Cayman. Je sais que vous avez détourné les dividendes du fonds vers vos comptes offshore privés pour éviter les impôts et cacher vos dettes de jeu. Le visage de Patricia devint gris. Vous mentez. Est-ce le cas? Caleb s'approcha. Evelyn Reed a un expert comptable judiciaire qui examine le fonds en ce moment. Mais si je leur dis exactement où chercher, vous allez en prison fédérale. Pas pour 1 mois, pour 10 ans. Patricia se laissa retomber dans sa chaise. L'air la quitta. Que voulez-vous? Chuchota-t-elle. Je veux que vous retiriez la requête de garde, dit Caleb. Je veux que vous signiez une confession stipulant que l'appel au service de protection de l'enfance était malveillant. Je veux que vous dégeliez mes biens personnels, ceux que j'ai gagnés, pas l'argent de la famille. Et puis il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Je veux que vous démissionniez de la fondation. Je veux que vous déménagiez à la maison d'Aspen et que vous y restiez. Si je vous vois à New York, si je vous vois près de Siena, si je vous vois près de mes enfants, je divulguerai les informations à l'IRS. Vous enverriez votre propre mère en prison? Demanda Patricia, des larmes d'auto-apitoiement montant. Vous avez essayé de prendre mes enfants, dit froidement Caleb. Vous n'êtes plus ma mère. Vous n'êtes qu'une femme que je connaissais autrefois. Il se tourna et sortit. Il ne regarda pas en arrière la table fissurée ou la femme brisée. Il conduisit jusqu'au Queens. Quand il arriva à l'appartement de Siena, il faisait sombre. Il frappa doucement. Siena ouvrit la porte. Elle tenait une batte de baseball. Quand elle vit que c'était lui, elle la baissa, mais elle ne sourit pas. « L'as-tu réparé? » demanda-t-elle. « Elle a retiré la pétition, » dit Caleb, debout dans le couloir. « Et qu'elle quitte l'État, elle ne nous embêtera plus. » Siena l'étudia. Il était sale, épuisé, et avait l'air 5 ans plus vieux qu'il ne l'était au mariage. Mais ses yeux étaient clairs. « Tu as l'air terrible, » dit-elle. « Je me sens terrible, » admit Caleb. « Mais j'ai un travail et j'apprends. »« Entrez, » dit Siena s'écartant. « Tu ne peux pas voir les bébés. Ils dorment, mais j'ai fait des lasagnes, et tu as l'air de n'avoir pas mangé depuis 3 jours. » Caleb franchit le seuil. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Le réveil sur le sol de l'appartement studio de Caleb hurla à 4h30 du matin. C'était un son violent, strident. Rien à voir avec les doux carillons ambiants du système de maison intelligente du domaine de Greenwich. Caleb gémit, roulant hors du matelas. Son dos craqua en 3 endroits. Ses mains, autrefois manucurées et assez douces pour modeler des montres, étaient maintenant rugueuses, cailleuses et tachées en permanence de poussière de placoplâtre et de graisse. Il n'était plus l'héritier de la fortune Montgomery. Il était l'employé numéro 402 chez Russo & Sons Construction, gagnant 28 ans et $1 de l'heure, transportant du placoplâtre sur 4 étages parce que l'ascenseur de service était en panne. Il fit du café instantané dans une tasse ébréchée, grimaçant lorsque l'eau chaude toucha une nouvelle ampoule sur son pouce. Il regarda la photo scotchée à son réfrigérateur. C'était la seule décoration dans la pièce. Une photo floue de Léo et Maya de ce jour dans la chapelle, imprimée depuis Internet. « Bonjour les gars », ira-pa, tapotant la photo. « Papa va au travail. » C'était sa pénitence et, étonnamment, c'était la première fois de sa vie qu'il se sentait propre. 2 semaines plus tard, le jour arriva enfin. Les avocats, spécifiquement le terrifiant requin de Siena, Evelyn Reed, l'avaient finalement autorisé pour une visite supervisée. Ce n'était pas dans un parc. Ce n'était pas au zoo.
C'était dans le salon de Siena, dans le Queens, avec une travailleuse sociale nommée Madame Gable, nommée par le tribunal, assise dans le coin, prenant des notes. Caleb était assis par terre, ses genoux remontés sur sa poitrine. Il se sentait comme un géant dans une maison de poupées. Léo le fixait avec une profonde suspicion. Maya était occupée à mancher la patte d'une girafe en plastique. Sienna se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle ne tenait pas une arme cette fois, mais sa garde était tout aussi haute. Ils ont manqué leur sieste, dit Sienna, sa voix neutre. Alors ils pourraient être grincheux. C'est bon, dit Caleb doucement. Il fouilla dans sa poche et en sortit 2 petits blocs souples. Il ne les avait pas achetés avec l'argent du fonds fiduciaire. Il avait sauté le déjeuner pendant 1 semaine pour les acheter dans un magasin de jouets boutique à Manhattan parce qu'il se souvenait d'avoir lu que les jouets sensoriels étaient bons pour le développement. Il glissa un bloc vers Léo. « Salut mon pote, je suis Caleb. » Il ne pouvait pas encore dire papa. Cela ressemblait à un titre qu'il n'avait pas mérité. Léo regarda le bloc. Puis il regarda Caleb. D'un mouvement brusque et saccadé, Léo rampa, attrapa le bloc et le lança directement au visage de Caleb. Il rebondit inoffensivement sur son nez. Sienna laissa échapper une forte inspiration, s'avançant pour intervenir. Mais Caleb commença à rire. Ce n'était pas un rire moqueur. C'était une joie sincère. Il ramassa le bloc. « Bon bras, tu as définitivement le lancé Montgomery. Vise juste peut-être les Yankees, pas mon visage. » Maya, voyant son frère s'engager, rampa et se hissa sur le tibia de Caleb. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux bleus grands ouverts, et babilla quelque chose qui ressemblait vaguement à « Baha ». Caleb se figea. Il regarda la petite main agrippant son jean indénime. Le poids du moment lui coupa le souffle. C'était sa fille. Cette petite humaine vivante, respirante et parfaite était la moitié de lui. Des larmes chaudes et rapides lui piquèrent les yeux. Il ne les essuya pas. « Salut Maya, chuchota-t-il, sa voix se brisant. Je suis là, je ne vais nulle part. Depuis l'embrasure. » L'embrasure de la porte, Sienna observa l'interaction. Elle vit la façon dont la main de Caleb planait protectivement derrière la tête de Maya, terrifiée qu'elle ne tombe. Elle vit de la poussière dans ses cheveux du chantier de construction. Elle vit la montre bon marché à son poignet. Madame Gable prit une note dans son classeur. Sienna n'avait pas besoin de voir le papier pour savoir ce qu'il disait. Le père démontre un affect approprié. Un lien se forme. Sienna entra dans la cuisine pour cacher le fait qu'elle aussi était émue. 6 mois après le mariage. Le tribunal de la famille de New York est rarement un lieu de glamour. Il sent la cire à parquet et le désespoir. Mais aujourd'hui, la salle d'audience 4B était bondée. L'histoire des jumeaux Wedding Crasher s'était refroidie dans la presse. Mais la bataille juridique pour le fonds de Montgomery avait nourri les tabloïds. Patricia n'était pas là. Elle avait invoqué des raisons de santé. Une migraine opportune qui la retenait à Aspen. Au lieu de cela, elle avait envoyé une phalange de 5 avocats en costume à $3,000. Ils s'assirent à gauche. Caleb s'assit à droite seul. Eh bien, pas entièrement seul. Evelyn Reed était là, représentant les intérêts de Sienna et des enfants. Mais Caleb avait refusé son propre conseil. Il se représentait lui-même. « Monsieur Montgomery, » dit la juge Holloway, regardant par-dessus ses lunettes. « L'équipe juridique de votre mère a déposé une motion pour sceller les dossiers de paternité et appliquer un accord de non-divulgation concernant la lignée des enfants en échange du déblocage de votre fonds fiduciaire. Ils soutiennent que la publicité du lien des enfants avec la famille Montgomery crée un risque de sécurité. » L'avocat principal du fonds, un homme rusé nommé Monsieur Sterling, se leva. « Votre honneur, la famille Montgomery est une institution mondiale. Nous essayons simplement de protéger les mineurs des feux de la rampe des médias. Nous offrons un règlement de 5 millions de dollars à Mademoiselle Brooks, placé dans un fonds fiduciaire aveugle, à condition que le nom de famille des enfants reste Brooks,
et que M. Montgomery renonce à sa revendication de reconnaissance publique jusqu'à leurs 18 ans. Sienna, assise derrière la table des plaignants, sentit une vague de nausée. C'était un pot de vin, un paiement d'argent pour le silence pour effacer les enfants à nouveau. « Mademoiselle Brooks » demanda la juge. Avant qu'Evelyn ne puisse parler, Caleb se leva. « Objection » dit Caleb. Sa voix n'était pas le ténor hésitant de l'homme qui s'était tenu à l'hôtel il y a 6 mois. Elle était profonde, résonnante et calme. « Monsieur Montgomery, vous êtes le requérant contre le fond. Mais cette motion concerne les enfants, dit la juge. Je suis leur père, dit Caleb, marchant au centre de la pièce. Il se tourna pour regarder M. Sterling. Et je ne veux pas l'argent. Un murmure parcourut le tribunal. M. Sterling cligna des yeux. Et excusez-moi, vous m'avez entendu. Caleb s'adressa à la juge. Ma mère pense qu'elle peut acheter mon silence et l'identité de mes enfants. Elle pense que si elle brandit mon héritage devant moi, je signerai un papier disant que mes enfants ne sont pas des Montgomery. Caleb fouilla dans la poche de sa veste. Il sortit une fiche de paye. Je gagne 45 000 $ par an en ce moment, votre honneur. Je vis dans un studio de 400 pieds de carré. Je mange des ramen 3 soirs par semaine. Il se tourna et regarda directement Sienna, et je n'ai jamais été plus riche. Parce que pour la première fois, je construis quelque chose de réel. Je construis une relation avec mon fils et ma fille. Il se retourna vers la juge. Je renonce formellement à ma revendication sur le fonds fiduciaire de la famille Montgomery. Je ne veux pas un sou de l'argent de ma mère. Je ne veux pas de son argent secret pour Sienna. Je veux que mes enfants portent mon nom parce que c'est leur droit de naissance, pas parce que c'est une marque. Si cela signifie que je conduirai une Honda d'occasion pour le reste de ma vie, qu'il en soit ainsi. Le silence dans la salle d'audience était absolu. Même la sténographe judiciaire arrêta de taper. M. Sterling regarda son équipe, la panique éclairant ses yeux. Il n'avait aucun levier si Caleb ne voulait pas l'argent. « Requête rejetée », dit la juge Holloway, frappant son marteau d'un coup sec satisfaisant. Les enfants seront légalement reconnus comme Leo Edward Montgomery et Maya Ann Montgomery. L'accord de garde est approuvé tel que soumis par Mlle Brooks. Affaire classée. Dehors du tribunal, l'air d'automne était vif. Les feuilles dans le parc d'en face prenaient la même couleur or que le gaufrage sur cette fatidique invitation de mariage. Sienna descendit les marches, tenant les mains des jumeaux. Caleb marchait derrière eux, l'air hébété. Il venait de jeter environ 50 millions de dollars. « Tu es un idiot, tu sais ça ?» dit Sienna, s'arrêtant au bas des escaliers. Caleb tressaillit en levant les yeux. « Je sais que c'était beaucoup d'argent. »« Non. » Sienna sourit, et cette fois ça atteignit ses yeux. « Tu es un idiot parce que tu penses que tu vas conduire une Honda d'occasion. J'ai vu la façon dont tu conduis. Tu as besoin d'une mini-fourgonnette, Caleb. Une mini-fourgonnette sûre, pas cool, pratique. » Caleb laissa échapper un souffle qu'il avait l'impression d'avoir retenu pendant 6 mois. « Cela signifie-t-il? »« Cela signifie que tu as bien fait aujourd'hui, » dit Sienna. Elle lâcha la main de Léo. « Va voir ton père, Léo. » Léo, maintenant un solide bambin, tituba vers Caleb et lui serra la jambe. « Papa, en haut. » Caleb le ramassa, enfouissant son visage dans le cou du garçon. Il sentait le shampoing pour bébé et le lait. C'était la meilleure odeur du monde. « Je pensais, » dit Caleb, sa voix étouffée par le pull de Léo. « Puisque je suis officiellement fauché et que tu es une graphiste très puissante, peut-être que je peux t'offrir un rendez-vous très bon marché, le zoo. J'entends dire que les pandas sont actifs à cette période de l'année. » Sienna le regarda. Elle regarda l'homme qui avait détruit son propre filet de sécurité pour attraper ses enfants. « J'achète les billets, » dit Sienna. « Mais tu achètes le popcorn. » Marché conclu. À 3000 miles de là, dans le salon immaculé et stérile d'un chalet d'Aspen, Patricia Montgomery était assise seule. Le feu rugissait, mais la pièce semblait glaciale. Sur la table basse gisait une copie du New York Post. La photo de couverture était granuleuse mais claire.
Elle montrait Caleb, Sienna et les jumeaux sortant du tribunal. Ils riaient. Caleb lançait Léo en l'air. Sienna lui souriait avec un regard que Patricia n'avait vu sur le visage de personne depuis des années. Confiance. Patricia prit son téléphone. Elle fit défiler ses contacts, avocats, agents de relations publiques, membres du conseil, sycophantes. Il n'y avait pas une seule personne qu'elle puisse appeler qui se soucierait d'elle plutôt que de son compte en banque. Elle regarda de nouveau la photo. Elle zooma sur les jumeaux. Ils ressemblaient tellement à Caleb. Ils ressemblaient à l'avenir. Et elle était le passé. Patricia posa le téléphone face contre terre sur la table. Elle but une gorgée de son gin. Il avait le goût de cendre. Parlons d'une transformation. Caleb Montgomery est passé d'un enfant gâté sans colonne vertébrale au roi du chantier de construction, prouvant que la seule monnaie qui compte vraiment est la présence. Il a perdu 50 millions de dollars, mais il a gagné une famille que l'argent ne pouvait pas acheter. Et Sienna, elle n'a pas juste eu sa vengeance, elle a eu la justice. Elle a brisé le cycle de toxicité et a bâti une nouvelle fondation, littéralement et figurativement. Quant à Patricia, eh bien, disons simplement qu'il est solitaire au sommet quand vous avez poussé tout le monde de la montagne. Si cette histoire a satisfait votre envie de drame et de rédemption, veuillez écraser ce bouton « J'aime » et vous abonner. Je veux savoir dans les commentaires, auriez-vous refusé les 50 millions de dollars comme Caleb l'a fait? Ou auriez-vous pris l'argent et vous seriez enfui? Soyez honnête. À la prochaine vidéo pour plus de rebondissements et plus de vérité.